Ça y est, on est en ligne. Super. Bonjour à tous. N'hésitez pas, voilà, quand vous arrivez sur la plateforme, à nous faire un petit coucou. Super. Ça commence à arriver. Là, vous êtes déjà 44. Ah, ils sont au taquet aujourd'hui. C'est super. Eh bien, bienvenue et bonjour à tous dans ce nouvel atelier de trajectoire tourisme. Alors, certains sont peut-être retournés dans leur structure ou d'autres, comme nous, on est toujours en télétravail. En tout cas, on espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez la forme dans cette nouvelle semaine. Alors, les ateliers de Trajectoire Tourisme, alors ceux qui ne connaissent pas Trajectoire Tourisme, nous sommes un organisme de formation spécialisé pour les professionnels du tourisme et nous organisons depuis plusieurs semaines des ateliers. Donc, ce sont des rendez-vous de 45 minutes qui sont gratuits et qui ont pour objectif de vous donner des conseils, des clés, des points pratiques sur un certain nombre d'outils, de techniques, de logiciels. Alors aujourd'hui, on attaque le deuxième atelier dans la série sur la photographie et cet atelier donc portera sur la retouche des photos sur les logiciels gratuits. Alors, avant de commencer cet atelier de 45 minutes, je préfère vous faire un petit point plus technique sur l'utilisation de la plateforme Livestorm que nous utilisons pour cet atelier. Alors, tout d'abord, pour le confort de ce live, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est en haut à gauche. Vous pouvez la désactiver pour éviter d'avoir toutes les petites notifications dès qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Si vous rencontrez des problèmes de son ou de visio, n'hésitez pas à vous reconnecter en utilisant le navigateur Chrome. Et vous voyez normalement, si vous utilisez donc un ordinateur, vous avez trois onglets sur la droite. Donc l'onglet chat, normalement vous l'avez bien utilisé puisque vous avez fait un petit coucou, donc c'est super. Vous avez un onglet questions, donc il faudra bien penser à poser toutes vos questions dans cet onglet. Et si vous voyez des questions déjà postées et qui vous intéressent, n'hésitez pas à la liker. Vous avez un système de triangle. Enfin, vous avez l'onglet sondage. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas de sondage, mais comme d'habitude, on aime bien vous sonder et vous demander votre petite participation. Donc, ce sera dans l'onglet sondage. Voilà, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous informer, mais vous commencez à être bien informé de cela. Ce live, cet atelier, il est disponible en replay, donc il vous sera envoyé par mail. Vous pouvez également le retrouver sur le site de Trajectoire Tourisme, ainsi que le PDF pour le rend téléchargeable. Donc, ce nouvel atelier, il sera bien sûr toujours animé par Florian Lejal, qui est consultant et formateur chez Logi Tourisme. Et Florian est spécialisé dans tout ce qui est multimédia et notamment la photo, donc ce qui tombe bien puisque c'est de ça qu'il va nous parler aujourd'hui. Eh bien, Florent, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et bienvenue donc, en cette journée de déconfinement. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va aborder différents sujets donc, autour de la retouche photo sur des logiciels gratuits. Même, on parlera peut-être même un petit peu des logiciels payants, puisqu'il y a des réglages qui convergent. Alors, on a 4 grosses parties à voir ensemble. Donc tout d'abord, on va parler de résolution et ce qui s'y rapporte. Ensuite, on verra différents réglages qui sont intéressants de voir avant de commencer de parler de retouche photo. On verra les différents outils. Donc, il y a énormément d'outils différents pour retoucher ces photos en ligne aujourd'hui, même pas en ligne, même en logiciel ou en appli. On verra, moi, je vous en proposerai des pertinents en fonction de vos objectifs et du temps que vous avez à consacrer surtout à votre retouche photo. Et enfin, une dernière partie où on verra différentes fonctionnalités justement sur ces outils de retouche. Qu'est-ce qui est intéressant de prendre en compte pour retoucher ces photos et les optimiser. Alors, on va d'abord parler donc de résolution. Donc, il faut savoir qu'une image, peu importe laquelle, est constituée de ce qu'on appelle des pixels. Donc, le pixel, c'est l'élément le plus petit
d'une surface d'affichage. Et il faut savoir que plus vous aurez de pixels sur une image, plus elle sera précise, plus elle sera détaillée, et donc plus elle sera de qualité. Voilà ce qu'on appelle le pixel. C'est le petit point carré qu'on va retrouver sur une image. Donc vous pouvez voir sur la droite de l'exemple une image pixelisée, et sur la gauche de l'image, une image moins pixelisée, donc c'est-à-dire une image finalement qui intègre plus de pixels, donc plus de détails, et donc plus définie. Alors, comment on calcule la définition d'une image? Eh ben, on va prendre le nombre de pixels de large par le nombre de pixels de haut, et on va faire un petit calcul. Donc si je reprends l'exemple ici, on est à 6000 pixels de large par 4000 pixels de haut, donc 6000 fois 4000, on est à 24 mégapixels. Donc qu'est-ce qu'un mégapixel? C'est égal finalement à 1 million de pixels, c'est une unité de mesure. Donc là, 6000 par 4000, on est à 24 mégapixels. Alors, concernant la résolution d'une image, on va parler en dpi. Donc c'est de l'anglais, ça veut dire Dutch per inch. Si on traduit en français, c'est point par pouce. Donc ça va nous permettre de définir un peu le nombre de pixels par point qu'on va retrouver sur une image. Donc vous voyez que si on prend l'exemple de 8 dpi, vous voyez qu'on a une image qui est vraiment pas définie du tout, c'est très pixelisé, c'est pas détaillé, c'est entre guillemets moche. 16 dpi, on voit que c'est un petit peu plus détaillé, même si on n'arrive toujours pas à voir ce qu'il y a finalement sur cette photo. Donc il faut, pour avoir un visuel de qualité, un nombre de dpi suffisant, qui correspondent à votre destination aussi, on le verra juste après, de votre image. Donc ça, c'est un premier point, et c'est très important, le nombre de dpi, parce que ça va vous permettre, en fonction de où sera placée votre photo, d'optimiser son poids et aussi sa qualité. Alors voilà un exemple d'image avec différentes valeurs de dpi. Donc vous pouvez voir qu'à droite, on est sur une image à 300 dpi, et en fait, elle a été schématisée, synthétisée à l'équivalent à 72 dpi sur la gauche. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir vous sur vos ordinateurs, en tout cas, chez moi, je peux vous dire que sur l'image de gauche, on a une image qui est beaucoup moins définie, on peut même presque deviner les petits pixels au niveau de la plante. Donc voilà un peu ce que ça change en termes de qualité. Alors cette résolution-là, bien sûr, sur le logiciel de retouche, vous allez pouvoir l'indiquer. Donc maintenant, de plus en plus, c'est assez intuitif, c'est-à-dire que vous mettez juste si vous avez un visuel qu'à destination du web ou plus de l'impression, en fonction de vos objectifs en tout cas. Il vous propose plusieurs configurations préfaites, prédéfinies, et vous aurez même plus maintenant finalement besoin de mettre vous-même la résolution. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la résolution d'une image à destination du web, on va être sur 72 dpi. Donc ça, c'est un commun qu'on va retrouver à l'international. C'est un peu une règle commune qu'il faut savoir appliquer, parce qu'on a trouvé qu'en fait 72 dpi, on avait une qualité optimale pour le web, tout simplement. Pas besoin d'aller au-delà. On aura un ratio poids-qualité acceptable pour un visuel qualitatif. Alors, je vais parler aussi de rééchantillonnage. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une fonction que vous pourrez avoir justement sur les logiciels de retouche et qui vous permettent d'augmenter la définition d'une image en créant de nouveaux pixels. Alors ça, c'est vraiment à faire avec parcimonie. Il faut faire attention avec cet outil-là que vous pouvez retrouver sur les logiciels de retouche. Parce que si vous le faites trop, bien évidemment, vous doutez bien que c'est pas un plugin magique, c'est pas un outil magique. Et donc, il faut faire attention avec ce type de réglage. En tout cas, sachez que ça existe, et que si vous voyez qu'il y a un endroit de votre photo, par exemple, où ça a un peu ripé, ou par exemple, je pense aux photos sous-exposées, vous pouvez essayer de rajouter du détail, rajouter des pixels, pour améliorer la qualité de votre visuel. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport aux résolutions, c'est que vous n'aurez pas la même résolution si vous êtes sur le web que pour l'impression. C'est-à-dire qu'il faut choisir, finalement, le nombre de dpi que vous allez mettre sur votre visuel, en amont, avant de retoucher votre photo, en fonction bien sûr de sa destination. C'est-à-dire que si vous avez un visuel pour le web, on va être sur une résolution de 72 dpi, donc on aura une taille maximum de fichiers de 1 mégaoctet environ, hein. Ça peut être un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et pour l'impression, là on est plutôt aux alentours de 300 dpi. Donc ça c'est une règle commune, puisqu'on a besoin de plus de détails pour imprimer un visuel de qualité. Donc forcément, qui dit une résolution plus grande, dit une taille maximum plus grande aussi, donc
pour une résolution de 300 dpi, on sera plutôt aux alentours d'une taille maximum de 5 mégaoctets. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que bien sûr, le pixel, c'est l'élément le plus petit de votre visuel, donc c'est ce qu'on voit ici en bas à droite. Donc ça, un pixel, finalement, c'est un petit point carré, et que plus, bien sûr, vous avez 2 pixels par pouce, plus votre image sera définie. Hop, j'avance un petit peu. Alors, il faut aussi savoir que la résolution, elle va impacter votre site et les photos qui vont s'afficher à votre écran. Donc, par défaut, en fonction des logiciels, on vous propose plusieurs préconfigurations disponibles, préconfigurations et réglages aussi, en fonction de si c'est pour le web ou l'impression. Donc là, si on prend l'exemple, donc ça, c'est les exemples de préconfiguration sur la suite Adobe. Il faut savoir que la plupart des logiciels suivent ça. On va avoir du web grand en 1920 par 1080, donc ça, c'est des résolutions classiques, en 16/9, c'est-à-dire l'écran de votre ordinateur, format rectangle. On va avoir web moyen, donc 1440 par 900 pixels, ou le web minimum, qu'ils appellent la qualité finalement, la résolution minimum pour un visuel à destination du web, ce sera du 1024 par 768. Donc ça, bien sûr, c'est plutôt pour les sites internet. Donc si vous regardez l'écran juste en dessous, vous voyez que vous pouvez quadriller aussi comme ça votre écran, et en fonction du visuel, bien entendu, vous n'aurez pas le même aperçu sur votre écran. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi réfléchir en amont. De la même manière, sur les réseaux sociaux, il faut faire attention aux dimensions que vous accordez à vos visuels. Ça veut dire que chaque réseau social d'aujourd'hui a ses dimensions propres, donc que ce soit une photo de profil par exemple, ou une photo de couverture sur Facebook, évidemment, il n'y aura pas les mêmes dimensions. Ça, il faut essayer de les trouver et de se l'approprier sur les logiciels de montage pour avoir quelque chose d'optimisé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les bonnes dimensions, ou quelque chose de trop éloigné des dimensions réelles à destination de tel réseau social, eh ben, vous allez peut-être vous retrouver avec un visuel de mauvaise qualité, ou quelque chose qui est un peu déformé, parce que le réseau finalement a redimensionné automatiquement votre visuel pour que ça corresponde aux dimensions de celui-ci, justement. Donc faites attention à ça, à bien vérifier les dimensions que vous allez retrouver sur les différents réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, on le sait, c'est un format carré, donc 1080 par 1080. Voilà, faites attention à rentrer les bonnes infos comme celle-ci dans vos logiciels de retouche. On va passer maintenant à la partie réglage. Donc il faut savoir qu'il y a différents réglages à prendre en compte avant même de parler de retouche photo. Donc encore une fois, là, il va falloir se poser la question, est-ce que mon visuel est à destination du web ou de l'impression? Donc rappelez-vous, si c'est pour le web, on est à 72 dpi en termes de qualité d'image, de résolution. Et pour l'impression, on est plutôt aux alentours de 300 dpi. Eh bien, il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte par rapport à ça, c'est tout ce qui est réglage colorimétrique. C'est-à-dire qu'il existe 2 réglages colorimétriques différents en fonction de si on va imprimer notre visuel ou s'il est à destination du web. Si la destination du web, c'est ce qu'on appelle les couleurs RGB, du coup en anglais, ce qu'on appelle aussi synthèse additive et soustractive, etc. C'est-à-dire qu'évidemment, en RGB, vous aurez des photos plus pétantes, parce qu'il va y avoir des couleurs qu'on ne va pas retrouver en impression, parce que c'est pas possible à l'heure actuelle d'imprimer n'importe quelle couleur. Par exemple, le rouge très vif qu'on voit ici, le rouge très vif qu'on voit sur le côté gauche, bah ça c'est une couleur qui va être très compliquée à imprimer. Par exemple, le vert fluo aussi qu'on peut voir sur le côté gauche. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des couleurs en plus pour la partie RGB que vous ne retrouverez pas si vous créez votre visuel en CMJN. Donc bien évidemment, si votre visuel il est à destination de l'impression, il faut passer en mode CMJN, donc qui correspond finalement aux cartouches d'encre, hein, cyan, magenta, jaune, noir. Et si la destination du web, et ben là, il faut vérifier qu'on est bien en profil RGB pour avoir vraiment des couleurs qui sortent. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs d'essayer de modifier un visuel et vous trouvez que c'est un peu moins dynamique que prévu dans le logiciel de retouche. Et ben ça, c'est peut-être parce que vous êtes en profil justement CMJN, et donc comme c'est à destination de l'impression, eh bien vous aurez des couleurs qui correspondent finalement à l'impression. Donc ça rendra bien si vous imprimez votre visuel, ça rendra moins bien forcément si c'est pour le mettre sur le web. Donc faites attention à ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par défaut maintenant, la plupart des logiciels, ils mettent en RGB,
par défaut, et s'il y a l'option possible, vous pouvez changer en CMJN, mais ce n'est pas le cas de tous les logiciels, on verra ça juste après. Voilà, ça c'est ce que je disais. Le mode RVB, donc, pour résumer, c'est le mode colorimétrique pour un écran d'ordinateur, et le CMJN, c'est le mode colorimétrique pour l'impression. Alors à côté de ça, il existe différents types d'extensions. Ça veut dire que quand vous exportez votre visuel, il peut y avoir différentes extensions possibles. Donc là, je vous ai mis un peu la différence entre le PNG et le JPG, donc, qui sont les plus connus actuellement et les plus utilisés à travers le monde. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le PNG, c'est une extension qui va vous permettre de détourer une image. Donc si vous avez un visuel, si vous souhaitez en tout cas avoir un visuel sans fond par exemple, c'est en PNG qu'il faut l'exporter. Et par défaut, il y a pas mal de logiciels d'ailleurs, où quand vous faites fichier enregistré pour le web, vous avez cette fonction possible, enregistrer pour le web, bah, généralement, il vous propose une extension en PNG, puisque c'est à destination du web. Donc le JPG, bien sûr, le plus connu, mais il en existe plein d'autres, comme .tif, SVG, ARW. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, le .png, bah, c'est un des formats les plus légers, qui sont optimisés finalement pour le web, pour des objets ou des images, en tout cas détourées, sans fond. On a le .tif qui est un format plus lourd, puisqu'il n'est pas compressé, et qui va être utilisé surtout pour de l'impression, grand format. On a bien sûr le JPG, qui est un format équilibré pour le web ou l'impression, donc c'est le plus connu. On a le .svg, où là on parle d'un format vectoriel pour le web. Donc qu'est-ce que c'est un format vectoriel? Eh ben, je vous ai fait le petit croquis, le petit schéma en bas à droite. Donc tout simplement, un format vectoriel, c'est une photo ou une illustration, dans tous les cas, que vous pourrez modifier. Donc on voit un visuel finalement compris de vecteurs, avec des points qu'on va pouvoir essayer de modifier par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une illustration vectorielle, qui a pour extension .svg. Bien sûr, il y en a d'autres, c'est pas la seule extension de fichier vectoriel. Et enfin, pour finir, je vous ai donné un exemple d'un autre format, .arw, qui est le format RAW de la marque Sony. Alors, qu'est-ce que c'est que le RAW pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier atelier? C'est un format de photo non compressé. Ça veut dire que par défaut, vos boîtiers photo peuvent prendre en photo soit en JPEG, comme je vous disais, qui est un peu le format traditionnel, ou en format RAW. Donc bien sûr, des formats RAW, c'est un format non compressé qui vous permet d'avoir plus de marge de manœuvre en post-production et d'avoir plus de détails dans votre image. Donc bien sûr, ce sera aussi plus lourd derrière. Et des formats RAW, il en existe finalement plein en fonction de vos marques. Donc là, moi j'ai pris l'exemple de .arw, mais bien sûr, il y en a d'autres. Voilà un peu pour résumer les différentes extensions qui existent. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive, il y en a pas mal d'autres qui existent, mais en tout cas, ça, c'est les plus utilisés et les plus connus. Alors, pour résumer aussi le format RAW des photos non compressées, je vous ai mis ici un petit visuel pour comparer un peu ce qui est possible de faire en RAW ou en JPEG. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence quand même, en fonction de ce qu'on recherche faire. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin finalement d'utiliser du RAW par rapport à ce que vous voulez faire, mais sachez que vous avez vraiment une marge de manœuvre supplémentaire. En tout cas, c'est assez subjectif les résultats, mais sachez que en termes de ton clair et ton foncé, dans les extrêmes foncés par exemple, on peut retoucher beaucoup plus qu'un simple format JPEG finalement. Alors à côté de ça, il faut faire la différence, il faut bien faire attention à faire cette différence entre les extensions de fichiers, qui sont en fait des extensions d'exportation, donc comme le .png, le .jpg, .tif, etc., ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça va être des extensions pour l'exportation. Et à côté de ça, on a aussi les fichiers de travail qui existent. Donc un fichier de travail, ça peut être .ps, quand on est sur Photoshop par exemple, .projet, .ai, etc. Donc chaque logiciel a son extension. Sachez que ça, c'est pour enregistrer votre projet, pour pouvoir éventuellement le retoucher un peu plus tard. Si vous n'avez pas le temps de terminer, par exemple, vous pouvez enregistrer votre fichier de travail et le reprendre dans le logiciel plus tard. Donc faites bien la différence entre les extensions de sortie, qui sont pour l'exportation, et les fichiers de travail pour l'enregistrement de votre projet. Je reviens aussi sur la balance des blancs. Alors rapidement, la balance des blancs, ça c'est un paramètre que vous allez régler à la prise photo, donc que vous soyez sur smartphone ou boîtier réflexe. Il faut juste faire attention à ne pas aller dans les extrêmes, à ne pas essayer d'aller trop dans les tons jaunes ou trop dans les tons bleus. Sinon, vous allez être limité finalement en post-production
sur les logiciels de retouche. Donc faites attention à ça, essayez de définir bien un réglage qui vous correspond. Donc généralement on est sur soleil, lumière du jour, quelque chose comme ça. Dans le milieu du tourisme, on est plutôt sur des couleurs jaunes, donc on verra ça juste après. Vous voyez que là, quand on compare les deux, vous voyez que lumière naturelle attire quand même plus le regard que tungstène, puisque c'est plus adapté d'être sur un ton un peu jaune par rapport à quelque chose qui est plutôt bleuté. En tout cas, faites attention à ne pas aller dans les extrêmes, puisque vous serez vraiment limité en post-production pour atténuer cette température trop jaune de la photo ou trop bleue. Voilà pour les réglages. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions avant que j'aille plus loin? Alors, il y en a plusieurs, donc n'hésitez pas, hein, ceux qui ont des questions, hein, toujours l'onglet questions. Donc, Aurélie qui pose la question, pour optimiser son site, les analyses de performance, exemple PageSpeed Insight, suggèrent l'utilisation des formats d'images nouvelle génération, type JPEG 2000, JPEG XR ou WebBP. Comment générer ces formats? Eh ben alors pareil, dans l'exportation des logiciels, on peut choisir d'exporter, donc soit en PNG, soit en JPEG, etc., etc. Et en fonction de ce qu'on choisit, on peut spécifier quel type de PNG ou quel type de JPEG. Donc de la même manière qu'on peut avoir un PNG 8 ou 24 bits, on va pouvoir choisir JPEG 2000, par exemple. Delphine demande dans quel Réjeanne, et pour les réseaux sociaux, est-ce que c'est le même format que pour le web? Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors ben oui, finalement les réseaux sociaux c'est du web, ça fait partie du web, donc il faut faire attention à être bien en 72 dpi et un visuel réglé en RVB, qui est la colorimétrie correspondante pour le web. Mais effectivement, comme tu l'expliquais tout à l'heure, il y a des formats vraiment spécifiques, des dimensions en tout cas. Oui, c'est peut-être aussi au niveau des dimensions à bien faire attention. D'accord, bah oui, bien sûr. En fonction du réseau social utilisé, il faut faire attention parce que chaque réseau a finalement ses propres dimensions. En fonction de si c'est un post, si c'est une story par exemple, si c'est une couverture ou quelque chose comme ça. Donc bien sûr, il faut faire attention à se rapprocher en tout cas de ces formats pour éviter la déformation. Une question qui ressemble un petit peu de Anne, et le format pour Facebook, mais du coup, ça correspond vraiment à ce que tu viens de répondre. Pascal qui demande comment peut-on insérer un logo sur des photos? Alors, un logo, donc généralement, on va utiliser un logiciel pour pouvoir faire ce qu'on appelle du dessin vectoriel, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, avec finalement des tracés avec des points qu'on va pouvoir bouger. Donc une fois que ce logo est fait et qu'on a à notre disposition celui-ci au format vectoriel, donc on va l'exporter soit en PNG justement pour pas avoir notre fond et l'intégrer sur le visuel qu'on veut, soit en SVG, qui correspond finalement au format d'exportation pour les logos, par exemple, pour les illustrations vectorielles, et sinon bah, dans n'importe quel format sur fond blanc. Voilà. Et après, il y a deux questions concernant le replay. Donc, comme je l'expliquais au tout début, tous les ateliers sont disponibles donc en replay. Je vous ai mis dans le chat l'adresse directe pour retrouver tous les replays. Et vous avez aussi sur cette page les PDF qui sont utilisés pendant ces présentations. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut poursuivre. Okay. Hein. Bon, bah super. Merci. Alors, on va passer du coup maintenant aux outils. Donc c'est, je pense, la partie qui vous intéresse peut-être le plus. Hein. Là, on a parlé un peu de base technique. Et là, on va parler maintenant d'outils. Alors, quels outils pour retoucher ces photos, finalement? Eh ben, c'est une question d'abord que je vous pose. Donc, à vous de répondre via l'onglet sondage. J'aimerais bien savoir, en tout cas, si vous utilisez un logiciel ou une appli de retouche, quel type est-ce que vous allez utiliser? Est-ce que vous êtes sur un logiciel payant, un logiciel gratuit, une appli gratuite, ou finalement, est-ce que vous n'en utilisez pas? Donc voilà, si vous pouvez bien utiliser l'onglet sondage. Hein, c'est dans sondage. Hein. Voilà, en haut à droite. Je vais attendre encore un petit peu, je vois que ça évolue. Ça évolue encore un petit peu. Hop.
Je vois que c'est assez partagé. Ouais, j'entends encore quelques secondes. Ok, bon, ça n'évolue plus trop. Ok, donc on est plutôt on est à 38% pour les logiciels gratuits contre 33% pour les logiciels payants. Donc quelques personnes utilisent des applications gratuites et pour 20% d'entre vous, vous n'en utilisez pas actuellement. D'accord, ça me permet d'avoir une petite vision par rapport à ça. Alors, hop, donc voici les différents outils de retouche que je vous propose. Donc bien évidemment, on est loin de la liste exhaustive, hein, il y en a énormément. Vous vous doutez bien que je ne peux pas tous les détailler précisément. En tout cas, ces 5 outils-là, pour moi, font partie des meilleurs, puisque vous allez pouvoir retoucher vos photos de façon rapide, intuitive, et même aller dans le détail pour certains logiciels. Alors, on va commencer d'abord par les applications smartphone, et je vais vous parler de Snapseed, qui est finalement une application aussi bien valable sur Android que smartphone type iPhone. Et vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses sur cette application-là. En tout cas, pour ceux qui vraiment prennent que des photos sur smartphone, je vous encourage à utiliser cette application-là, qui est vraiment très bien faite. Dans cette application-là, quand vous importez votre visuel, vous allez avoir justement ce petit onglet qui apparaît, comme on peut voir sur la capture, qui résume finalement un peu toutes les fonctionnalités qu'on peut faire dans Snapseed, dont la principale qui est située en haut à gauche, qui correspond aux réglages principaux. Finalement, on va retrouver différents réglages de luminosité, de balance des couleurs, etc. etc. Donc pour info, tous ces réglages-là, moi je vais les détailler dans la dernière partie, hein, pour que vous compreniez bien ce qu'il faut faire pour retoucher finalement une photo de façon optimale. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette appli, c'est qu'on va pouvoir même appliquer ce genre d'effet qui finalement, normalement, nativement, n'est pas possible sur un smartphone, comme le flou d'objectif, comme on peut voir sur l'image de gauche. Là, vous allez pouvoir appliquer un flou d'objectif, c'est-à-dire vous allez flouter la zone qui est autour du cercle le plus gros, et après vous allez pouvoir nuancer plus ou moins de flou en fonction de ce que vous voulez, pour avoir un beau flou d'arrière-plan, finalement quelque chose d'assez esthétique. De la même manière, vous aurez aussi possibilité d'avoir des effets prédéfinis. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps à passer là-dessus, vous pouvez choisir différents types d'effets qui vont bien ensemble. Donc ça, bien sûr, il faut toujours faire attention. Je pense qu'il faut toujours privilégier les outils manuels plutôt que les effets automatiques prédéfinis, parce que forcément, vous aurez un résultat adapté encore plus à votre photo. Et enfin, vous voyez que c'est assez détaillé quand même, puisqu'il y a même des courbes. Donc on va retrouver ces notions de courbes. Vous pourrez régler à la fois l'exposition, la luminosité et le contraste de votre photo. Vous voyez que c'est quand même assez détaillé. Donc bien sûr, sur ce logiciel, vous avez aussi pas mal d'autres options, comme tout ce qui vous permet bien sûr d'améliorer la qualité d'une image. Donc même la température, la balance des blancs, etc. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez modifier également. Le mode HDR aussi, pour ceux qui utilisent des visuels en mode HDR. Donc juste pour rappeler, le mode HDR, c'est un mode qui va permettre, quand vous prenez une photo, d'en prendre plusieurs, une qui sera sous-exposée, une surexposée, une bien exposée. Et en fait, ce mode-là va faire que vous aurez une photo à la fin qui sera un assemblage de ces 3 photos-là, finalement. Et bien ça aussi, c'est pris en compte dans Snapseed, puisque vous avez un mode HDR compris dedans, et vous pourrez retoucher vos photos que vous avez prises en mode HDR. Donc c'est une appli qui est finalement assez complète quand même, et qui propose pas mal de choses différentes. À côté de ça, on a aussi l'appli Foodie. Alors Foodie, ça se rapproche énormément d'Instagram, hein. On retrouve un peu les mêmes filtres et les mêmes effets qu'on va trouver sur Instagram. La seule différence, que je trouve que c'est vraiment optimisé, en tout cas, si vous voulez faire des photos des photos gastronomiques, pardon. C'est quelque chose vraiment optimisé, je trouve, pour ce type de visuel-là. Alors après, bien sûr, on peut faire d'autres choses, mais en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une plus-value pour les autres types de photos. Je trouve que là où vraiment l'appli se démarque, c'est pour les photos gastronomiques. Vous allez retrouver encore une fois là différents types de filtres, comme on peut voir sur le visuel de gauche. En bas, là, vous voyez qu'il y a différents filtres en fonction de ce que vous faites comme type de photos. Donc ça peut être des portraits, ça peut être des paysages, etc. etc. C'est quelque chose de ultra simpliste, beaucoup plus simple en tout cas que Snapseed, beaucoup moins de réglages aussi, mais déjà quelque chose d'assez intéressant en matière de retouche photo.
et vous pourrez bien sûr partager directement sur les réseaux sociaux. Alors, à côté de ça, il y a aussi des logiciels qui existent pour retoucher ces photos que vous avez faites en RAW, en format RAW, donc un format non compressé. Et donc, par défaut, je dirais qu'il y a des logiciels qui existent dans vos boîtiers, qui peuvent servir justement à retoucher vos photos RAW. Et sinon, il y a d'autres logiciels gratuits qui existent, comme par exemple RAW Therapy, ou Darktable, ou même Camera Raw. Si vous utilisez Photoshop, c'est une petite extension que vous pouvez rajouter sur Photoshop pour qu'il puisse lire justement les formats RAW. Donc par défaut, si vous avez la suite Adobe, vous avez aussi évidemment Lightroom qui permet de lire pas mal de formats RAW différents. Donc Camera Raw, c'est une extension gratuite. Hein. Je vois les petites questions qui arrivent. Alors à côté de ça, on a aussi XNConvert qui permet de redimensionner par lot. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, si vous avez une centaine de visuels avec des créas différentes qui ont différents formats, ça peut vous arriver, hein. Vous téléchargez différents visuels par exemple et c'est pas du tout les mêmes formats. Je vous invite à regarder ce petit logiciel qui va vous permettre d'exporter par lot avec un seul format défini. Donc ça peut être par exemple le format d'un post Instagram, hop, et vous allez exporter via ce logiciel et il va tout vous exporter au même format finalement. Donc bien sûr, c'est assez bien, c'est assez utile, c'est un gain de temps précieux pour vous, mais il faut faire aussi attention à ce que votre visuel soit bien centré. Ça veut dire que des fois, on a des visuels plutôt paysages, en format 16:9, donc comme vos écrans d'ordinateur, où le sujet principal il va être sur le côté de l'image. Donc bien évidemment, si vous rognez et que vous le transformez en format carré, peut-être qu'on verra plus le sujet, puisqu'il est sur le bord de l'image. Donc faites attention quand même à ça, jetez un petit coup d'œil. En tout cas, ça peut être un vrai gain de temps, ce type de logiciel. Alors, avant de vous parler des autres logiciels, donc il reste Pixlr qu'on n'a pas vu ensemble, il reste Canva, je parlerai aussi de Canva et GIMP, qui est un autre logiciel de retouche photo. On va voir un peu les différentes fonctionnalités et retouches qui vont être intéressantes pour optimiser vos photos. Alors, on va retrouver d'abord les réglages de base, entre guillemets, donc tout ce qui est exposition, qui va ajouter ou enlever de la lumière, le curseur contraste, qui va vous permettre d'amplifier la dynamique de votre couleur, les curseurs haute lumière et ombre, donc ça va surtout vous servir si vous avez des fichiers RAW plutôt que JPEG, hein. C'est là que vous verrez la différence dans les hautes lumières et basses lumières. Les curseurs blanc et noir si disponibles, sinon je pourrais vous montrer également comment faire des photos noir et blanc sans avoir besoin de cette option-là. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est surtout d'oublier les boutons auto. Dans tous les cas, que ce soit à la prise ou en retouche, il faut essayer de ne pas utiliser ce type de choses parce que vous aurez un résultat beaucoup moins qualitatif que si vous savez utiliser les réglages manuels. À côté de ça, on a d'autres réglages, comme la clarté. Alors la clarté, il faut faire attention, il n'y a que dans certains cas que c'est vraiment utile de l'utiliser. Il faut faire attention, bien sûr, à ne pas l'utiliser sur des portraits de personnes, par exemple. Ça va surtout vous servir si vous avez un ciel nuageux, par exemple, des textures complexes à traiter, et que vous trouvez que c'est pas assez défini. Là, vous allez augmenter la clarté, vous aurez plus de détails finalement sur votre visuel. Ça peut être intéressant dans ce cas-là. On va parler aussi de vibrance et de saturation. Alors la saturation, ça va finalement augmenter le contraste de vos couleurs. Donc plus vous augmentez la saturation, plus votre visuel va apparaître vif et intense. Alors ça, encore une fois, c'est pas un réglage magique, il faut faire attention. Si vous le faites trop, il va y avoir une surexposition de vos couleurs, et donc là, ça va faire l'effet inverse de peut-être ce que vous souhaitiez faire. Bien sûr, si on diminue la saturation, on est plutôt sur quelque chose de terne et gris. Donc, je vous en avais parlé tout à l'heure des photos en noir et blanc. Comment faire pour transformer un visuel noir et blanc quand on n'a pas le mode noir et blanc sur un logiciel? Il suffit de diminuer à fond la saturation. Donc on va passer finalement sur une photo sans couleur, et on va augmenter le contraste pour permettre à notre photo d'avoir une dynamique un peu plus sympa par rapport à un simple visuel en noir et blanc. Voilà la petite astuce pour en tout cas faire un visuel en noir et blanc. Et la vibrance, donc ça c'est quelque chose qui va affecter un peu la peau humaine, ce genre de choses, qui va faire en sorte d'améliorer certaines couleurs. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser dans certains cas sur les portraits. Pour résumer, de façon claire, ce qu'il faut faire avec les différentes étapes, donc on va retrouver ces différentes choses. Donc tout d'abord, on commence par la lumière, parce que la lumière, c'est la chose la plus importante en photo.
Donc on va gérer les options de luminosité et de contraste. On va essayer de voir si notre photo n'a pas besoin un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de contraste. En tout cas, généralement, les visuels touristiques, on est plutôt quelque chose d'assez contrasté. Ensuite, on vient gérer les couleurs, la palette de couleurs, grâce à la balance des couleurs. Généralement, ça s'appelle comme ça. Donc, bien sûr, ça dépend du logiciel. Il y a certains logiciels qui ont leur propre champ lexical de termes. En tout cas, à partir du moment où vous adaptez un outil, on reste sur quand même les mêmes bases. Et enfin, on termine par la saturation, teinte et saturation, si le besoin y est. Donc, bien sûr, tous les autres réglages que je vous ai dit, vous pouvez le faire après, mais on reste sur une base de ces 3 étapes. Et bien sûr, si vous pouvez travailler vos photos en RAW plutôt qu'en JPEG, eh ben c'est mieux. Ou en HDR plutôt qu'en simple JPEG pour les smartphones, ce sera toujours mieux. Voilà pour ça. Alors, je vais peut-être prendre des petites questions s'il y en a avant de passer sur les logiciels. Ouais, alors il y en a eu pas mal des questions entre-temps. Une question, Michel qui demande XNView redimensionne aussi par l'eau. Quelle différence du coup avec, j'ai perdu la question, avec XNConvert? Alors XNView, je ne connais pas, donc je ne saurais pas dire. Donc j'anticipe aussi les questions qui vont venir, à savoir, voilà, il y a pas mal de logiciels, peut-être que vous en utilisez d'autres, donc quelle utilité par rapport à ceux que j'ai présentés? Moi, je vous présente des outils, mais je vais surtout vous présenter des fonctionnalités. Donc une fois que vous avez un outil qui fonctionne bien, que vous savez vous servir, ben, vous n'avez pas forcément besoin d'en changer. Vous n'allez pas avoir, c'est pas du plus ou du moins, c'est surtout quelque chose qui fera la même fonctionnalité. À vous de voir ben, quel outil pour vous est le mieux, lequel vous correspond le mieux finalement. On a une question qui revient peut-être à ta deuxième partie. Comment pourra-t-on savoir quel format utiliser pour les réseaux sociaux? Pour les réseaux sociaux. Alors, on reste sur du format web. En termes de dimension. Non, je pense que c'est au niveau des dimensions. Alors après, il existe il suffit de taper sur Google dimensions. Ah oui, d'accord, je vois. Réseaux sociaux, notamment le blog du modérateur. Enfin voilà, tous ces sites de référence. Et il vous détaille vraiment toutes les dimensions à respecter selon, si vous voulez, une photo pour un événement Facebook, pour un lien partagé. Donc, n'hésitez pas. Hein, moi, là, je peux vous mettre dans un chat un exemple de site de référence. Mais, oui, voilà, il y a pas mal de sites effectivement qui relaient ça. Après, même sur les réseaux sociaux en eux-mêmes, hein, vous avez une FAQ où souvent vous pouvez justement voir les dimensions des réseaux. Ils le mettent de toute façon. Une question aussi de Émilie. Est-ce que Canva est un logiciel que tu recommandes comme une alternative à la suite Adobe? Peut-être que tu vas en parler après. Bah ça, oui, effectivement, je vais en parler après. Il faut savoir que Canva, c'est un peu particulier. J'en parle, mais vraiment en parenthèse, parce que pour moi, c'est pas un vrai logiciel de retouche photo. On verra ça pourquoi juste après. C'est plutôt un outil global ouais, pour tous les community managers qui sont peut-être parmi nous. Qui vont vous permettre de faire différentes choses. Donc ça, on le verra juste après. Pour ça, j'en parle pas trop. Je prends une dernière question là, pour pas qu'on se retarde trop. Donc il y a la même question posée par rapport à une fois qu'on a travaillé sa photo en format RAW, Ouais. comment on peut la passer dans un autre format, notamment JPEG, pour éviter qu'elle soit trop lourde? D'accord. Bah, le format RAW, de toute façon, c'est un format qu'on va importer en tant que RAW sur un logiciel. Et après, à l'export, bien sûr, on pourra le mettre dans un autre format. Ça, il n'y a pas de souci. C'est surtout que ça va changer en termes de valeur de photo dans les retouches, en fait. Très bien. Bon. Je t'invite à continuer comme ça. On reprendra des questions éventuellement à la fin. Il nous reste 5 minutes. Ouais. Alors, hop, je vais partager du coup mon écran pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des différentes plateformes que je vous propose pour retoucher vos photos. Alors, je ne sais pas si on voit mon écran là. C'est peut-être en train d'arriver. Ouais, moi je le vois, en tout cas. Bon, super. Alors là, je vous présente Pixlr, donc comme écrit ici. On voit ma souris aussi? Oui. Ok, super. Vous voyez, pixlr.com. Donc il y en a il y a différents types de pixlr qui existent. Il y en a 3 de mémoire. En tout cas, celui-là, c'est le plus connu.
Et vous voyez qu'il vous permet finalement de faire déjà pas mal de choses en matière de photos. C'est presque une interface comparable à Photoshop, pardon, ou d'autres logiciels de retouche, sauf que celui-ci est entièrement gratuit et il est en ligne. Ce qui fait que vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de mémoire allouée pour un logiciel de retouche photo sur votre ordinateur, par exemple. Donc là, dans les réglages principaux, vous voyez qu'on retrouve aussi ces effets et ces filtres qui vous permettent d'avoir un peu des réglages prédéfinis en fonction de ce que vous voulez. Et dans, en tout cas, les étapes que je vous disais par rapport à la retouche de photos, donc vous en avez plusieurs, voilà, on peut couper, on peut redimensionner son image, ici, on peut ajuster, et ici, en termes d'ajustement, vous voyez qu'on va retrouver les réglages. Alors, le seul souci de ce logiciel, qui est quand même très bien, enfin de ce site plutôt, c'est que finalement, c'est que en anglais. Vous n'aurez pas de version française sur celui-ci. Ça, c'est quelque chose à savoir. En tout cas, là, par exemple, ce visuel pour vous montrer, on peut augmenter peut-être un petit peu la luminosité, un petit peu l'exposition, peut-être un petit peu aussi le contraste. Vous voyez que déjà, là, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose. On voit que les noirs ne sont pas assez noirs. Hop, peut-être un petit peu trop jaune. Donc on va venir ici, au niveau de la température, baisser peut-être un tout petit peu. Voilà, là on a quelque chose quand même plus qualitatif. Ici, vous pouvez par exemple dézoomer ou zoomer pour voir peut-être un élément précis sur votre composition. Vous voyez que déjà, on peut faire pas mal de choses avec ce type d'effet-là. Bon, évidemment, ça reste très simpliste par rapport à quelqu'un, par exemple, qui utiliserait Photoshop ou un logiciel payant, mais on peut déjà avoir pas mal de fonctionnalités. Ça reste quand même très intéressant pour un logiciel gratuit. Sachant qu'en plus, c'est en ligne. Je vais vous montrer maintenant Canva. Donc j'avais eu des questions, je crois, par rapport à Canva tout à l'heure, j'en ai vu passer aussi. Alors Canva, c'est plutôt un logiciel, enfin, un site en ligne de création graphique, plus qu'un logiciel de retouche photo. Donc là, il va vous proposer différents formats différents. C'est pour ça que c'est très utilisé dans le milieu du tourisme aussi pour ceux qui sont chargés des pages des réseaux sociaux dans leur structure. Parce que là, tout de suite, on va retrouver, voilà, par exemple, publication Facebook, on sait que c'est du 940 par 788, hop. Si on clique dessus, il nous crée un plan de travail défini et optimisé finalement pour un post Facebook, par défaut. C'est pour ça qu'il est aussi très utilisé, parce que c'est aussi très intuitif et que ça ne requiert pas beaucoup de connaissances au niveau de la retouche. Alors je vous en parle quand même parce qu'on peut finalement retoucher sur ce logiciel, comme ici, vous voyez, j'ai importé un visuel dans une composition sur Canva, et ici, il nous propose quelques effets ici. Si on va ici dans Ajuster, par exemple, on va retrouver ce que je vous disais, donc la luminosité, le contraste ici, la saturation, la teinte. On peut même ajouter quelque chose qu'ils appellent rayon X, qui va modifier un peu, on va dire, la balance des blancs. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de jaune, alors que là, on est plutôt sur quelque chose de cyan, bleuté. Voilà, en tout cas, on n'ira pas très loin en termes de retouche photo sur ce logiciel, mais il faut savoir que ça existe aussi. C'est pas à prendre à la légère comme site internet. Donc j'en parlerai surtout plus en détail dans le prochain atelier concernant Canva. Alors, pour finir, je vais aussi vous montrer rapidement GIMP. Donc là, on voit toujours mon écran parce que Oui. Ouais, super, merci. Donc voilà, un peu comment se présente GIMP. Donc c'est pour moi le logiciel qui correspond le plus à ce qu'on pourrait retrouver sur Photoshop. C'est très complet. C'est clairement un vrai logiciel de retouche photo qui vous permet absolument de tout faire ce que vous pouvez faire sur Photoshop actuellement. Hors certaines options, évidemment, vous vous en doutez. En tout cas, on va retrouver tous les détails. Donc ici, vous voyez qu'il y a différents outils, comme par exemple rajouter un texte ici, rogner, couper, le lasso, la gomme magique, etc., la baguette magique, pardon, etc., etc. Ici, dans couleur, on va retrouver tous les réglages colorimétriques que je vous ai montrés tout à l'heure. On va retrouver ici luminosité et contraste. Donc hop, par exemple, là, il y a besoin d'augmenter un petit peu peut-être la luminosité et le contraste également. Vous voyez que ça change tout, hein, le contraste, on le voit sur le visuel. Vous pouvez même faire en sorte d'éclater la vue pour voir l'avant-après de vos modifications. Si ça vous va, vous faites valider. En termes de couleurs, on a aussi la balance des couleurs, bien évidemment, avec les tons sombres, les demi-teintes, les tons clairs. Ça veut dire que là, on vient travailler les couleurs des tons clairs, et ici, les couleurs des tons foncés. Donc évidemment, ça dépend des logiciels. Sur Photoshop, ce ne sera pas les mêmes termes, mais ça fera la même chose. Et voilà un peu tous les réglages. Donc, sachant que par exemple, si vous utilisez une photo RAW,
vous avez tout intérêt à utiliser ici ton sombre, ton clair, où là, vous allez vraiment travailler tout ce qui est sombre et uniquement ce qui est sombre dans l'image, ou tout ce qui est très clair dans l'image. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien sur des formats RAW. Il faut savoir que GIMP, par défaut, ne traite pas les formats RAW, mais vous pouvez rajouter des extensions gratuites qui vous permettront de le faire. Voilà, voilà en tout cas pour cette présentation. J'en ai fini avec ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vais revenir ici. Hop. Oui, alors il y avait encore 2-3 questions. Aurélie qui demande, est-ce que dans les logiciels présentés, il y en a un qui gère la netteté pour avoir une photo un peu moins floue? Oui. Alors tous les logiciels pas en ligne, donc GIMP par exemple le fait très bien. C'est un logiciel vraiment polyvalent qui permet de faire ça, effectivement. Il y en a d'autres qui le font, il me semble que Pixlr le fait aussi, mais à vérifier, parce que bien sûr il y a plusieurs versions, et en fonction de la version de Pixlr, il me semble qu'on peut le faire, mais qu'il faut payer malheureusement pour avoir cette option-là. Alors, on a pas mal de questions qui arrivent. Quel est le logiciel le plus facile pour modifier la taille et le format des photos? La taille et le format des photos. Eh ben, je dirais bien que c'est GIMP aussi. Après, c'est vraiment... il y en a plein d'autres des logiciels qui permettent de faire ça. Donc, XNConvert permet aussi de faire ça. Donc, c'est vraiment à voir en fonction... c'est assez subjectif finalement comme question, ça dépend. Chaque personne aura un avis différent là-dessus. En tout cas, moi, je recommande GIMP pour ce type d'utilisation. Ouais. On va prendre une ou deux questions, puis après on va devoir clôturer cet atelier. Peut-on créer une signature afin de l'intégrer sur toutes les photos? Dans un logiciel. Alors ça se fait pas trop, c'est pas vraiment de la retouche photo. Alors j'essaie de comprendre en même temps. Donc là, pour intégrer une signature sur tous les visuels, il va falloir la dupliquer automatiquement dans tous les cas. Alors ça, on rentre dans quelque chose d'un peu plus avancé en termes de niveau. Donc ça va se faire, par exemple, grâce au script sur Photoshop. Et ça, malheureusement, je crois que c'est vraiment pas possible c'est la limite, finalement, des logiciels gratuits. Et une dernière question, Christophe demande comment redimensionner une image en passant de la mesure millimètre à pixel? Eh bien ça peut se paramétrer dans le logiciel. On peut lui dire d'avoir des règles en pixels ou des règles en millimètres, tout simplement. Eh bien, super. Bah, écoutez, je crois qu'on a essayé de répondre au maximum de questions. Hop, bon, mon écran s'est figé, alors je te laisse peut-être passer la slide d'après. Oui, c'est bon. Là, on est sur les prochains ateliers. Là. Eh bien, super, parce que vu que ça a bugué, c'est pas grave, tant que vous m'entendez. Du coup, on vous remercie pour avoir participé à ce deuxième atelier donc, sur la thématique de la photo. Donc, comme vous le voyez à l'écran, le prochain rendez-vous est le dernier, du coup, avec Florian. Florian, oui, c'est ça. Ça sera mercredi à 14h toujours, et sur le thème donc d'utiliser des ressources multimédia gratuites et libres de droit. En tout cas, voilà, le replay est disponible, il vous sera envoyé tout de suite après la fin de ce live et on vous remercie encore une fois d'être toujours aussi fidèles à ces rendez-vous. Merci et puis à très vite. Merci à tous. On ne peut plus clôturer le truc. T'arrives pas à fermer? Non, je n'arrive pas à fermer le... Ah, je peux peut-être le faire, non? Je ne pense pas. Je vais rafraîchir ma page, tant pis. Ah.